Bonjour à toutes et à tous, c'est un grand plaisir de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne Jouzia pour la capsule numéro 3 de permaculture et aujourd'hui nous allons traiter de la gestion de l'eau. Alors ça tombe super bien, on est dans un magnifique cadre avec plein d'eau derrière nous, quoi de mieux pour parler de l'eau. Cet élément si essentiel dont tout organisme vivant a besoin. Je rappelle quand même que nous sommes composés, nous humains et tout organisme vivant, d'au moins 80% d'eau. La planète c'est pareil, il y a au moins 80% d'eau. Donc en fait tout est régi par l'eau. Donc c'est hyper important de se poser les bonnes questions et d'avoir une bonne gestion de l'eau sur son terrain, notamment en permaculture ou quand on cherche tout simplement l'autonomie. Alors dans un premier temps, on va mettre dans une grosse rubrique les besoins en eau. Les besoins en eau qui vont déterminer du coup la réduction qu'on pourra faire au niveau de ces besoins, comment je pourrais amener une diminution de mes besoins du coup et comment je vais pouvoir calculer quels sont mes besoins. Sur ces besoins, deux branches vont s'ajouter. D'un côté, nous allons avoir la récupération d'eau qui va définir du coup la gestion, la filtration et le système à mettre en place, les systèmes à mettre en place. Et de l'autre côté, les apports qui sera défini par le design et aussi le système à mettre en place. Alors dans un premier temps, ce qui va être important, c'est déjà de se renseigner sur 3 points essentiels qui vont être comprendre en fait le fonctionnement hydrologique, donc savoir comment ça marche tout ça, c'est hyper important. Connaître le climat du site et les particularités en fait qu'il va y avoir sur le terrain et le taux de pluviométrie qu'il va y avoir sur le terrain. Alors pour ça, il y a des organismes. On peut le faire aussi nous-mêmes par des calculs, etc. Mais il y a des organismes. Ça coûte environ une centaine, voire 200 € pour certains cas. Ça dépend des régions. Mais c'est hyper intéressant d'avoir par exemple le taux de pluviométrie de son terrain pour savoir en fait combien j'emmagasine, à quelle période de l'année ça tombe en masse, quelles sont les périodes où c'est plus réduit et quelles sont les périodes aussi effectivement où il va y avoir entre guillemets une sécheresse. Donc voilà. Ça, c'est les 3 premiers points essentiels quand on commence. Ensuite, je vais vous inviter à vous poser une petite série de questions qui pour moi est très importante avant de commencer à mettre en place quoi que ce soit. Donc la première, ce serait où s'accumule mon eau de pluie sur mon terrain lors de forts orages. La deuxième, est-ce que j'ai besoin d'eau potable et d'où est-ce qu'elle vient? La troisième, est-ce que l'eau de mes toilettes va au tout à l'égout? Est-ce que l'eau, la quatrième pardon, est-ce que l'eau de mon évier, je la réutilise? La cinquième, est-ce que les activités en amont ont un impact chez moi? Donc ça, il faut le détailler, c'est hyper important. Sixième, quel impact puis-je avoir, moi, sur les activités en aval? Septième, où je vais placer mes cultures, ma maison, mes animaux, etc. Donc c'est la répartition, donc ça va faire partie du design, en fait. Donc il va falloir créer un plan avec des réflexions. La huitième et dernière question hyper importante, quel type de plante en fait résiste à la sécheresse et comment je peux adapter mes plantes à mon terrain ou mon terrain à mes plantes. Sachant qu'on peut faire les deux, mais le plus simple restera toujours d'adapter les plantes au terrain plutôt que de vouloir adapter son sol à certaines plantes, ce qui demandera beaucoup de ressources beaucoup plus importantes et un travail beaucoup plus conséquent. Donc la deuxième partie, on va essayer de voir ensemble 3 étapes qui vont être importantes dans la gestion de l'eau. Déjà, c'est de recenser les sources d'eau qu'il y a dans l'environnement, autour de moi. Le deuxième, ça va être le diagnostic des besoins. Donc vraiment, je vous invite à prendre une feuille, à marquer tous les besoins que vous allez avoir en eau et de clarifier ces objectifs-là. Voilà. Le troisième point, ce sera de faire les liens finalement entre les sources qu'il y a, les quantités et la qualité de ces sources et les besoins. Voilà, c'est un exercice à faire. On peut utiliser une feuille, ça peut être hyper enrichissant. De toute façon, comme on le dit toujours, un travail qui est déjà réfléchi est à moitié fini. Donc voilà, c'est hyper important de réfléchir à ce qu'on va faire avant de tout simplement, par exemple, je veux récupérer de l'eau, je mets un récupérateur d'eau. Voilà. Alors, ce qui va être intéressant aussi, c'est d'utiliser, de répartir et de stocker et ou de ralentir l'eau sur mon terrain. Alors pour ça, je vais vous inviter à regarder donc le plan que je vous affiche à l'écran, le petit schéma. Et donc là, vous allez voir sur ce schéma que voilà, en profitant par exemple de la pente, nous allons pouvoir créer des accumulations créées par nous-mêmes d'eau en fonction des étapes de notre sol pour arriver
jusqu'à notre maison. Ce qui s'appelle des baissières particulièrement, et on va le voir un petit peu par la suite. Ce qui est important à comprendre aussi, c'est que le sol finalement, ça va rester le plus grand réservoir en eau. Donc c'est hyper important encore une fois d'avoir une bonne gestion, une bonne infiltration de l'eau dans notre sol, une bonne gestion de notre sol, si on va avoir une bonne réserve en eau. Alors les différentes techniques de stockage et de répartition, déjà il y a à mettre en relation avec les différentes utilités que je ferai. Et par exemple, si je veux de l'eau pour ma douche, j'ai tout à fait intérêt à la stocker en hauteur et à utiliser la gravité. Comme ça, j'aurai beaucoup moins d'énergie, je n'aurai pas besoin d'alimenter une pompe avec de l'électricité si j'ai réfléchi à tout cela à l'avance. Ensuite, les 3 grandes priorités qu'il va y avoir dans la gestion de l'eau, dans un premier temps, ça va être de ralentir l'eau, de limiter l'érosion et de garder les sédiments. À ce propos, Jesse Bloom avait démontré en fait avec des recherches importantes que finalement avec seulement 1% de matière organique, le sol il pouvait conserver 15 mm d'eau. Donc ça fait environ 1,5 litres par mètre carré. En revanche, dans les champs par exemple de maïs, ça conserve à peu près que 2% d'eau parce qu'il n'y a pas de matière organique. Alors qu'en vérité, si vous avez beaucoup de matière organique sur votre sol, vous allez pouvoir, avec 10% par exemple de matière organique, conserver environ 150 mm d'eau. Donc c'est bien plus énorme qu'un sol qui va être à nu et qui ne conserve absolument pas l'eau. Le deuxième point essentiel, ça va être de répartir l'eau. Alors répartir l'eau, ça va induire forcément augmenter la surface d'infiltration, ce qui va être hyper important après. Et le troisième point, justement, c'est de favoriser justement cette infiltration d'eau. Donc le stockage, limiter les inondations, limiter la saturation d'eau et recharger les nappes phréatiques. Ça comprend tout ça. Donc on va voir ensuite comment on peut justement, si on a des problèmes d'infiltration, améliorer cela. Alors, pour la troisième partie, on va voir ensemble des idées générales et des techniques de gestion de stockage de l'eau. Alors, nous avons ce que l'on appelle les nous de rétention d'eau. Alors, les nous de rétention d'eau, je vous mets un petit schéma ici. En gros, vous pouvez le voir dans plein de domaines quand vous passez en voiture, etc. Il y a plein de domaines qui ont été mis en place comme ça. En fait, il suffit simplement de redescendre un petit peu en dessous du sol. Donc de faire un petit truc comme ça en creusant légèrement en dessous du sol afin qu'en fait l'eau qui s'écoule puisse être engouffrée dans cette partie et pouvoir s'infiltrer tout doucement sur les côtés. Et ça permet aussi par exemple les nous de rétention de pouvoir diriger un petit peu l'eau où on le désirait. Donc qui peut être un bon exemple à mettre en place sur son terrain. Ensuite, on va avoir les mares écologiques qui sont un très bon moyen de récupération d'eau. Par exemple pour le jardin, etc. Et la phytoépuration qui va être aussi un bon moyen, après récupération d'eau, de pouvoir filtrer cette eau de manière naturelle et de la consommer. Donc hyper important. Les récupérateurs d'eau de pluie aussi sont super intéressants. Alors je m'arrête tout vite fait sur ces récupérateurs d'eau. Donc ça va être intéressant de regarder la stratégie où on va les placer, de les placer en fonction de là où on va devoir arroser. Ça va être hyper intéressant. Et après, s'intéresser si ça va être une eau de consommation ou une eau pour le jardin. Parce que si c'est une eau de consommation, par exemple, il va falloir penser sur ce récupérateur d'eau à le couvrir de noir, le mettre à l'abri de la lumière, car sinon il va y avoir beaucoup d'algues qui va se développer et elle sera impropre entre guillemets à la consommation. En revanche, si cette eau vous voulez l'utiliser pour le jardin et arroser le jardin, là même si vous n'avez pas caché, que vous laissez à la lumière ce récupérateur, vous allez avoir cette formation d'algues et ça on s'est aperçu que cette formation d'algues était d'un intérêt hyper important pour le jardin car ça regorgeait énormément en termes de micro et de macronutriments et aussi en pouvoir d'azote pour nourrir notre sol. Ensuite, nous avons les baissières. Alors c'est ce qu'on a vu tout à l'heure dans le grand schéma, mais je vais vous remettre un petit schéma plus petit pour que vous compreniez bien. En fait, le but d'une baissière, c'est quand vous êtes dans une pente, comme vous voyez ici, ça va être de creuser légèrement à un moment donné pour toute la terre qu'on va creuser, on va la remettre au-dessus du sol. Donc ça va créer un creux plus une bosse. Et ce qui va faire que finalement, l'eau, quand elle va arriver, elle va s'infiltrer dans ce trou
et venir commencer à s'infiltrer dans le sol, ce qui fait qu'en aval, en fait, toutes les plantations que l'on va pouvoir avoir vont être nourries directement par un sol qui a emmagasiné beaucoup d'eau. Truc hyper important, ça va être aussi de, par exemple, cette baissière, ça va être de mettre des graviers, etc. dedans pour que l'eau ruisselle et s'infiltre plus doucement dans l'eau, de créer une sorte de drain, en fait. Un truc encore hyper important, ça va être de diriger le vent par rapport au design. C'est-à-dire que par exemple, si vous êtes dans un champ, ça va être hyper important en fonction des vents dominants, à l'extrémité du terrain, de faire pousser des grands arbres avec différentes strates. Donc on a les grands feuillus, après on peut mettre des petits fruitiers et des arbrisseaux, pour qu'en fait le vent, quand il arrive, il ne passe pas directement sur notre terrain, mais qu'il soit obligé de créer une courbe due à ces arbres qui sont à l'autre bout de notre terrain. Et donc comme ça, il ne va pas redescendre en bas sur notre terrain, il va passer au-dessus. Mais ce qui va être important et ce qu'on ne fait pas souvent, c'est de faire la même chose en un tout petit peu plus petit de l'autre côté du terrain pour que en fait, le vent puisse suivre la courbe et remonter suffisamment avant parce qu'il va rencontrer les arbres, ce qui fait que nous, sur notre terrain, on ne va jamais être en plein vent. Et c'est hyper important parce que le vent va assécher énormément notre sol. Donc, si on fait une gestion dans le design intéressante, eh ben, on va amoindrir en fait notre besoin en eau. Voilà. Un truc hyper intéressant aussi, tout à l'heure je parlais des infiltrations d'eau, de penser à bien infiltrer l'eau dans nos sols. Et des fois on voit qu'on a des problématiques, on a des flaques sur certains endroits et l'eau ne s'y infiltre pas. Dans un premier temps, ça pourrait être intéressant justement de regarder tous ces endroits où l'eau ne s'infiltre pas et pourquoi pas peut-être y créer une mare à la place de la flaque qui existe. Et sinon, à défaut, on peut utiliser ce que l'on appelle un puits perdu. Donc un puits perdu, en fait, si vous voulez, je vais vous mettre un schéma. Il va suffire de creuser un grand trou dans le sol de manière assez profonde mais pas très large. Et ce trou, on va simplement le remplir de gravats, de petits cailloux, etc. afin que l'eau puisse s'infiltrer plus doucement dans les couches inférieures du sol. Parce qu'en fait, souvent, ce qui est bouché, ce qui permet en fait, ce qui fait que ça bouche, c'est les premières couches du sol. C'est vraiment, en tout cas, la première couche du sol. Si vous creusez un peu en dessous et que vous mettez un drain dedans, c'est-à-dire avec des cailloux, etc., eh ben, vous allez permettre de mieux infiltrer l'eau dans votre sol. Ensuite, il va y avoir les buts de culture, par exemple, qui pourront être mis si, par exemple, on a un cas de trop plein d'eau. Si on est un peu dans un domaine marécageux, entre guillemets, ben là, les buts vont avoir un grand intérêt, les buts qu'on peut faire en permaculture, parce qu'en fait, on va remonter notre sol. Et donc, on va être plus haut, ce qui fait que l'eau va être en dessous et nos plantes ne seront pas directement dans l'eau, ce qui fait que ça pourrait les tuer par trop d'eau. Voilà, donc la butte va être hyper intéressante. Et sinon, on peut s'inspirer aussi de ce que faisaient les Aztèques il y a très 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 longtemps. Ça s'appelle les chimampas, si je prononce bien ce nom. Et en fait, qu'est-ce que c'était les chimampas? En fait, c'était carrément dans des zones complètement couvertes d'eau. Et ben, ils venaient accumuler énormément de terre, ils faisaient des petits îlots et ils venaient cultiver dessus et ça marchait très 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 bien. Ensuite, le dernier point qui va être essentiel aussi, c'est dans le design et la gestion du terrain. Ça va être la thématique qui est le concept de la ligne clé. Alors, qu'est-ce que c'est le concept de la ligne clé? Alors, déjà, dans un premier temps, ça a été mis en place par Percival Alfred Yeamans, qui était ingénieur fermier australien. Et en fait, cette zone, ce concept de ligne clé, en fait, si vous voulez, quand vous avez une courbe comme ça, qui passe par une courbe qu'on dit une pente convexe, parce qu'en fait, comme ça, et après, vous allez avoir une pente concave. Oui, c'est ça, pente convexe, puis concave. Et en fait, entre les deux, comme vous allez le voir sur le schéma qui s'affiche, vous allez à une zone bien située, ce que l'on appelle le point clé. Et ce point clé, en fait, il est hyper déterminant parce que, par exemple, on va voir qu'au-dessus de cette ligne, eh ben, ça va être plus propice, par exemple, à l'érosion. Et donc, ça va être intéressant de laisser les grands arbres au-dessus pour limiter justement cette érosion. Et en dessous, on va voir qu'il va y avoir beaucoup de matière, de matière carbonée, de matière organique qui va s'accumuler. Donc, ça va être la meilleure stratégie pour y amener, par exemple, nos plantes diverses ou nos petits fruitiers de jardin. Alors,
La ligne clé aussi, ça va être par exemple la ligne que l'on va définir en suivant finalement la courbe de notre terrain sur tout le long. Et cette ligne, en fait, elle va nous permettre par exemple de placer une baissière. Ce sera vraiment l'endroit le plus idéal pour placer nos baissières. Voilà. Donc ce concept-là était hyper important de rechercher toujours son point clé. Voilà, nous avons terminé les 3 grands points à voir sur la gestion de l'eau. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Bien sûr, c'était une vidéo qui se voulait introductive. Ce n'est pas une vidéo de formation. Et donc, je vous invite à aller peaufiner tous les points que j'ai cités pour vraiment optimiser votre gestion de l'eau. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. Pensez à partager ce contenu et n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire si vous en avez et ce sera avec plaisir que j'y répondrai. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.